au moment de prendre la parole pour intervenir sur la mise en place en Syrie des organisations et associations de la société civile, je ne vous cacherai pas que j'éprouve à la fois beaucoup de fierté et un peu de honte. Beaucoup de fierté pour avoir été admis par les organisateurs à siéger à une table où ne figurent que des Syriens, et un peu de honte parce que je dois traiter d'un sujet pour lesquels beaucoup de personnes présentes dans la salle auraient été plus indiquées, puisqu'elles ont directement participé et qu'elles continuent à le faire, à la mise en place de ces associations de la société civile. J'espère ne pas les décevoir. Depuis mars 2011, le régime de Bachar el-Assad n'a lésiné sur aucun moyen pour entraîner dans une guerre civile confessionnelle les Syriens qui réclamaient pacifiquement dignité et liberté. Pour ce faire, comme vous le savez, les Mukhabarat se sont employés, dès les premiers jours du soulèvement, à liquider les jeunes qui jouaient un rôle moteur dans les manifestations. Ils ont également mis en détention des dizaines de militants politiques chevronnés, accusés d'avoir parlé aux médias étrangers. Puis ils ont favorisé leur départ ou leur fuite à l'étranger. Ils entendaient ainsi organiser le vide politique, faire de la révolution une révolution orpheline et pousser une population en manque de repères et de dirigeants à s'armer, au moins pour se défendre, certains que sur le terrain de la confrontation militaire, le régime l'emporterait. Ces calculs se sont révélés partiellement faux. Certes, le régime est parvenu, à force de violence, à contraindre les Syriens à prendre les armes, mais il n'a pas réussi à vaincre leur résistance. Surtout, il n'a pu empêcher les révolutionnaires de mettre en place, sur l'ensemble du pays, des centaines d'organisations et d'associations apolitiques de toute nature. 2 ans et demi après l'explosion de colère de Daraa, et bien que confrontés à des trahisons extérieures à répétition et à des défis intérieurs sans cesse renouvelés, les révolutionnaires syriens n'ont rien perdu de leur désir de liberté. Ils veulent plus que jamais être des citoyens responsables, acteurs de leur destin et de l'avenir de leur pays, et ils le montrent. J'aborderai 3 points. Je rappellerai d'abord comment les révolutionnaires se sont organisés pour durer, comment ensuite ils ont jeté les bases de la Syrie future, et finalement comment ils résistent aux tentatives de détournement de la révolution. Pour permettre à la contestation de durer, les révolutionnaires, des jeunes pour la plupart, comprennent qu'ils doivent agir immédiatement dans plusieurs directions. Ils s'organisent, ils se donnent des chefs, ils se répartissent les tâches, ils entrent en relation les uns avec les autres d'un bout à l'autre du pays via les réseaux sociaux et ils se mettent au service de la révolution avec une imagination, une abnégation et un courage souvent exemplaires. Ainsi, pour ne rappeler ici que quelques-unes de leurs initiatives, ils créent partout des comités de coordination pour encadrer les manifestations et empêcher les dérapages. Ils mettent sur pied des équipes de volontaires pour diffuser les images de leurs démonstrations et celles de la répression. Ils créent une multitude de sites d'information et de documentation sur lesquels ils consignent les atteintes aux droits de l'homme du régime comme de l'opposition. Ils collectent et redistribuent les aides matérielles dont ont besoin les familles des victimes. Ils organisent des établissements de soins clandestins à l'intention des blessés recherchés dans lesquels opèrent au péril de leur vie des médecins et infirmiers volontaires. Ils s'efforcent enfin de formuler en termes politiques les objectifs que partagent la majorité d'entre eux, la chute du régime de Bachar el-Assad et son remplacement par un État démocratique civil, c'est-à-dire laïque modéré. Au milieu de 2012, la mobilisation et la solidarité changent de forme. À côté des centaines de coordinations, des conseils locaux font leur apparition. Entre-temps, la révolution a connu un tournant avec l'apparition de l'armée syrienne libre. Les militaires qui désertent pour protéger les manifestations se sont en effet organisés. Dans un certain nombre d'endroits, leur présence a fait fuir les administrations et les représentants de l'État. Pour prévenir l'anarchie que le régime a annoncée et qui ferait son affaire, et pour répondre aux besoins des populations, les coordinations ne suffisent plus. Il est évidemment important pour les révolutionnaires de continuer à manifester, mais la priorité est désormais à la satisfaction des besoins de ceux que guettent la faim, le froid et les maladies. Cet effort ne peut plus être individuel ou celui d'équipes restreintes, il doit être le fait de nouvelles structures qui prendront la place des municipalités défaillantes. C'est ainsi qu'apparaissent les premiers conseils locaux. Ils sont mis en place selon des procédures diverses, en certains lieux à l'issue d'un vote, ailleurs le soin de gérer la ville ou le quartier est confié à des personnalités civiles, militaires, tribales ou religieuses,
à la moralité reconnue. Ailleurs encore, la gestion est prise en main par des volontaires qui se répartissent les tâches. Celles-ci sont considérables. Elles concernent tous les secteurs de la vie de la cité. Elles mobilisent des dizaines de volontaires puisque les municipalités n'ont pas les moyens de verser des salaires. Il faut faire régner l'ordre, réorganiser les tribunaux, tenir à jour l'état civil, permettre aux banques de fonctionner, remettre en marche les services, approvisionner les marchés, faire fonctionner les boulangeries, organiser des centres de soins clandestins, apporter des secours aux familles nécessiteuses et aux parents de détenus. Il faut aussi fournir des abris et provisions aux réfugiés, collecter les ordures, entretenir la voirie, réparer les bâtiments publics, relancer les écoles. La gestion de ces conseils n'est pas partout exempte de reproches. Comme les militants politiques, jadis tenus à l'écart de tout mandat électif, les révolutionnaires n'ont dans l'ensemble aucune expérience administrative. Il y a parmi eux, comme dans la société, des arrivistes, des affairistes, des opportunistes et des corrompus qui espèrent tirer parti de l'absence de l'État et des besoins des habitants pour se remplir les poches. Mais ce qu'on n'avait encore jamais vu en Syrie depuis un demi-siècle, c'est que les citoyens mécontents ne se privent pas de critiquer, de mettre en cause et éventuellement de chasser leurs responsables défaillants. Pour améliorer leur fonctionnement, l'idée s'impose de fournir à ces conseils un cadre commun dans l'ensemble de la Syrie dite libérée. En février 2013, un règlement intérieur est adopté sous l'égide de la coalition nationale qui a vu le jour quelques mois plus tôt. Tous les conseils devront désormais être élus et leurs bureaux spécialisés, secours, finances, services publics, justice, sécurité, enseignement, médecine, etc., devront faire appel à des personnes compétentes, acquises aux principes et aux objectifs de la Révolution. Sont aussi créés des conseils de gouvernorat dont les membres seront également élus par la base. Ces structures officielles ne reflètent pas à elles seules l'envie de participation des révolutionnaires. Alors que les régions et les villes de Syrie encore contrôlées par le régime ne montrent aucune créativité, une quantité impressionnante de projets voit le jour dans la Syrie dite libérée. En moins de 2 ans, les révolutionnaires créent une 60aine de titres de journaux et de revues, plusieurs dizaines d'agences de presse, une 20aine de radios. Ils mettent en ligne des dizaines de courts-métrages, de sketchs, de chansons, de caricatures et d'œuvres graphiques qui racontent ou illustrent le déroulement de la Révolution en recourant souvent à la critique et à l'autodérision. Dans le domaine associatif, ils se réunissent dans des organisations de défense des droits de l'homme, dans des embryons de syndicats, de médecins, d'architectes, de traducteurs, d'avocats, d'étudiants, et dans une multitude d'associations qui s'intéressent à la situation des femmes, au soutien aux détenus, à la solidarité avec les disparus, à la protection des sites antiques, à la défense du patrimoine, à l'assistance aux handicapés de guerre, à la promotion de la coexistence pacifique, etc., etc. Depuis le début de 2013, l'affirmation des djihadistes en Syrie monopolise l'attention des médias. Le phénomène est effectivement préoccupant, mais il n'est pas irréversible. À condition de renforcer la résistance démocratique, comme le préconise un récent rapport de Basma Kodmani et de Félix Legrand, il est tout à fait envisageable de voir des combattants actuellement engagés dans des unités islamistes et djihadistes rejoindre les rangs de l'armée libre. En attendant, les exactions commises par les plus fanatiques de ces hommes permettent à certains d'affirmer que la révolution est morte. Une telle présentation est erronée. Elle est aussi injuste pour les révolutionnaires et pour les populations qui démontrent à de multiples reprises qu'elles ne se laissent pas faire. Après avoir crié lors des manifestations de 2011 « Bachar, dégage », elles manifestent aujourd'hui en certains lieux au cri de « djihadistes dehors ». Les Syriens qui s'opposent et résistent à l'ordre djihadiste non seulement sont de bons musulmans, mais ils font souvent partie de la couche la plus conservatrice de la population syrienne, comme ces habitants du village de Has el-Soumoud, à l'ouest de Ma'aret el-Nu'man, barbus à souhait, qui arborent lors de leur manifestation hebdomadaire du 12 juillet 2013 un calicot énonçant « C'est par notre volonté que nous édifierons l'État de Syrie libre, nous ne l'importerons pas de Tora Bora ». À El-Qah, à Atmé, à Saraqeb, une quantité de petits faits montrent que les Syriens, accrochés aux droits qu'ils ont commencé à récupérer, ne céderont pas facilement à ceux qui veulent leur imposer par la force des comportements, des valeurs, des principes et finalement une forme d'État qui ne sont pas ceux pour lesquels ils se battent et supportent depuis 30 mois ce que vous connaissez.
Il existe aujourd'hui en Syrie des dizaines de mouvements de protestation citoyenne, comme le mouvement Nabad, pulsion, palpitation du cœur, le projet Kibri, le soufre, dont le slogan est au commencement était une allumette, Kibrité, le rassemblement Ayyam al-Hurriya, jour de liberté, le mouvement Wa'i, conscience, ou le mouvement Haqquna, notre droit, un mouvement de protestation apolitique créé à Raqqa à la fin de 2012 pour permettre à la voix des habitants de continuer à se faire entendre. Ce dernier mouvement confirme jour après jour, par son simple refus de se taire, que les Syriens ne se laissent plus intimider, même par des groupes islamistes ayant démontré des dispositions à l'arbitraire et à la répression qui ne le cèdent en rien à celles du régime. Depuis plusieurs mois, Haqquna multiplie des actions dans la ville, défiant les factions djihadistes radicales qui s'en disputent le contrôle. L'ensemble de ces incidents, et je terminerai sur ces mots, montrent que les Syriens se battent aujourd'hui pour préserver la liberté qu'ils ont commencé à retrouver en chassant d'une partie du territoire les forces de Bachar el-Assad. S'ils n'ont pas souhaité l'installation dans leur pays des djihadistes, ils ne sont pas hostiles, faute de mieux, à leur présence, mais à condition que ceux-ci les aident à se débarrasser du régime en place et surtout qu'ils s'abstiennent d'interférer dans la nature de l'État que les révolutionnaires veulent substituer au pouvoir actuel et qu'ils les laissent s'organiser, s'exprimer, manifester et critiquer comme ils estiment désormais avoir conquis le droit de le faire. Je vous remercie.